Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. À l'approche du non-événement que constituent les élections présidentielles françaises de 2022, nous aimerions à ce micro renouveler notre foi en la révolution, c'est-à-dire en l'approche révolutionnaire de notre combat. Ces élections ne changeront fondamentalement rien à la donne, malgré l'illusion que peuvent donner ici et là certains candidats plus ou moins déclarés. Le système est verrouillé et les pseudo-oppositions de comptoir sont contrôlées par un diabolique système d'ingénierie sociale et de guerre psychologique mené contre la population. On ne peut pas gagner contre un jeu dont les règles sont truquées. Le seul moyen de sortir de la matrice est de rebooter le jeu et avec lui, l'ensemble des règles qui le maintiennent en place. Nous ne voulons pas jouer avec les règles du jeu, nous voulons en réinventer d'autres. Nous ne sommes pas réformistes, nous sommes révolutionnaires. Telle est l'opposition fondamentale qui nous sépare des politiciens de métier et des polémistes de salon, ainsi que du bétail zombifié qui croit encore au pouvoir salvateur de la démocratie libérale pour résoudre les problèmes dont elle est pourtant la cause. Les vrais conservateurs, ce sont eux, les gauchistes de tout poil, les éditorialistes de plateau télé, les idéologues wokistes. La modernité est passéiste, tandis que l'archaïsme est futuriste, comme le disait Guillaume Fay. Face au rouleau compresseur des immortels principes de 1945, la seule attitude adulte et pragmatique est celle de la révolution. C'est le constat que nous avions dressé lors d'une précédente émission. La mener est un devoir. Mais par où commencer ? Quelles sont les règles sur lesquelles le jeu se fonde ? Comment retourner ses armes contre lui-même et ainsi provoquer un bug dans la matrice ? Pour y répondre, moi-même Hildegarde et NVV allons tâcher de vous accompagner dans la programmation du virus qui fera sauter le jeu dans lequel nous nous trouvons. NVV, bonjour. Bonjour Hildegarde. Ravi de te retrouver pour une nouvelle émission un petit peu spéciale. Alors tout d'abord, pour commencer, avant d'aborder un peu plus frontalement le sujet de la révolution et de la manière de la mener aujourd'hui, on aimerait revenir sur les éléments qui vont permettre à nos auditeurs de comprendre le système dans lequel on vit, qui est secoué par de multiples crises. Nous allons y revenir. Alors déjà, on pourrait commencer par dire que notre monde actuel, en tout cas l'Occident et plus largement tout l'hémisphère nord du globe, se trouve au seuil d'une 4e révolution industrielle. Donc on y est même entré dans cette 4e révolution industrielle, qui est basée sur l'intelligence artificielle et le mythe de l'homme augmenté et de l'univers artificiel. Alors juste pour revenir un petit peu rapidement sur les 3 premières révolutions industrielles, un petit rappel historique, et pour bien comprendre la particularité de la 4e. La première révolution industrielle, elle débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et elle est basée sur le vapeur et le charbon. C'est ça qui va être le fer de lance de la première révolution industrielle qui va aboutir notamment sur les aménagements de chemins de fer et sur le train. La deuxième révolution industrielle, elle est basée sur le pétrole et l'électricité et elle date de la fin du XIXe siècle, donc 100 ans plus tard. La troisième révolution industrielle, c'est fin du XXe siècle et elle se base du coup sur l'informatique et surtout sur la mise en place d'Internet et sur l'ouverture d'Internet, du réseau informatique et de la World Wide Web au grand public. Donc ça, c'est la troisième révolution industrielle qui intervient 100 ans après la seconde. Le nucléaire aussi. Le nucléaire aussi. A changé les rapports. Exactement. Ce qu'on peut noter, la première caractéristique de la 4e révolution industrielle, c'est qu'elle intervient assez tôt, en fait, en comparaison des 3 premières, puisque les 3 premières se sont déroulées à un siècle d'intervalle chacune. Fin du 18e, fin du 19e et fin du 20e. Là, juste après la révolution d'Internet et de l'informatique grand public, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une 4e révolution industrielle qui intervient 30 ans plus tard. Et la 4e révolution industrielle, la grande particularité, c'est que jusqu'à présent, on avait externalisé des fonctions humaines. C'est à ça que sert la technique, c'est-à-dire qu'on externalise des fonctions humaines et qu'on le matérialise dans un objet. Et là, aujourd'hui, on va internaliser, c'est-à-dire que le mouvement est inverse, c'est-à-dire qu'on a externalisé des fonctions, là, on va internaliser des inventions technologiques. C'est toute la rhétorique, notamment autour de l'homme hybride, que la littérature SF, donc la littérature de science-fiction, nomme le cyborg, ou l'homme augmenté. Donc là, on a un processus d'accélération de la révolution industrielle. On externalise aussi certaines choses, on arrive maintenant à fabriquer des neurocorps. C'est ça, et qu'on va après potentiellement pouvoir intégré dans le corps humain. Donc c'est ça toute la particularité de la 4e révolution industrielle. Par contre, le point commun entre toutes ces révolutions industrielles, c'est qu'elles se sont toutes appuyées sur le darwinisme, autant scientifique que social. C'est-à-dire que les révolutions ont donné à l'homme des outils pour faire des hommes des concurrents entre eux, encore plus. Toutes les technologies qui ont émergé de ces révolutions, que ce soit le train, Internet, ont accentué, voire permis la concurrence économique, politique, sociale et juridique des hommes entre eux. Pour preuve, il n'y a jamais eu autant d'écart entre les hyper riches et les pauvres que depuis le 19e siècle.
Donc le mouvement en fait ne va pas forcément vers une moyennisation de la société, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Au contraire, les écarts de mode de vie entre les classes étaient beaucoup moins importants au Moyen-Âge qu'actuellement, par exemple. Nous sommes aussi à un moment crucial, du coup, pour choisir notre destinée, puisque toutes les étapes de toute révolution sociale, en fait, ça se décompose en 3 parties. Vous avez la sortie de l'ancien monde, l'hymen, donc c'est-à-dire le moment où on va sortir, on s'apprête à sortir et à entrer dans un nouveau monde. Le passage. Et, exactement, l'interrègne en fait, et l'entrée dans le nouveau monde. Donc on est vraiment, là aujourd'hui on est à l'hymen, on est bientôt à l'hymen. Donc soit on continue dans les affres du darwinisme, et on entre dans l'ère du transhumanisme par la 4e révolution industrielle, où il n'y aura pas de marche arrière possible, on va atteindre vraiment un point de non-retour, soit on fait plier la 4e révolution industrielle en revenant à l'humain et en poursuivant la liturgie européenne traditionnelle. D'ailleurs, le point mort du darwinisme, c'est la solidarité. Donc, c'est-à-dire qu'à force de supposer que l'amélioration de l'espèce ne se fait qu'à travers la compétition, le darwinisme occulte l'importance fondamentale de la solidarité dans l'espèce humaine. Pour que les puissants soient puissants, encore faut-il qu'ils bénéficient de réseaux ou de personnes qui leur ont fait confiance à un moment donné. Donc le self-made man est totalement un mythe, aussi mensonger d'ailleurs que la reconquête du pouvoir et des institutions par l'isoloir. Donc on l'avait dit lors d'une autre émission, la révolution arrive, mais la question c'est comment la faire. Drive dog, dirty no manger. In the doorway, she was beautiful, and all in your inner space, hand girls and steel boy. I've grown so close to you, you just grown boy, so come over. She smiled at you. Hand girl
des éléments qui sont les nôtres aujourd'hui avec cette révolution industrielle et surtout sur le système aujourd'hui qui est en multicrise. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire à ce sujet ? Vaste sujet, comment faire la révolution ? D'abord, elle est sur plusieurs théâtres opérationnels. Là où je pense qu'il faut la focaliser, c'est sur tout ce qui est opération psychologique et cognitive, puisqu'aujourd'hui, on a quand même une population qui est à la fois morcelée, il n'y a plus de lien entre les personnes. On est dans une société totalement granuleuse, dans une temporalité émotionnelle. Il va falloir continuer là-dedans, ce qui peut être aussi l'occasion d'un retour de religieux. Alors religieux, ça peut être d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue national, ethnique, c'est sur plusieurs plans. Il va falloir intégrer effectivement toutes les composantes, donc c'est-à-dire le collapsus social, économique, culturel, cultuel, ethnique, la perte de confiance aussi dans les institutions, miser dessus, puisque à la fois dans ma vie privée, dans le domaine professionnel, ça fait partie de mes fonctions, et je pense aussi avoir suffisamment maintenant de pratique de terrain pour parler de ce sujet. Oui, ton expérience autant théorique que pratique, vous avez pu le voir si vous êtes abonné à la chaîne Nous Voulons Vivre, fait que tu as une expérience de terrain qui est assez énorme et que tu vas pouvoir partager du coup à nos auditeurs, puisqu'ils n'ont jamais eu l'occasion en fait de voir un petit peu le masque. Exactement, l'étendue de tes connaissances sur le terrain. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a aujourd'hui plusieurs crise, le système est en multicrise, la Matrix est en multicrise. Est-ce que déjà tu peux nous parler de la guerre raciale ? Parce qu'aujourd'hui c'est l'un des aspects aujourd'hui de cette crise, c'est une crise raciale, en tout cas une crise de la conscience ethnique de la nation, qu'elle soit française. Chez nos voisins aussi, plus largement dans le monde occidental, on est traversé par une profonde crise de la conscience raciale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ce que je dirais sur le sujet rapidement, c'est qu'effectivement, comme tout empire, lorsqu'il ne peut plus s'étendre, il a besoin, à ce moment-là, d'agglomérer les populations qu'il a jadis conquis pour se maintenir. Ça a été le cas de la Grèce, ça a été le cas de Rome. Et en fin de compte, on est dans cette espèce de dichotomie où pour maintenir la puissance de cet empire, on en est aujourd'hui à détruire ce qu'il a créé, c'est-à-dire que finalement, on s'en prend aux populations sur place, aux populations historiques, pour donner des gages, en fin de compte, aux barbares. Quand j'entends barbares, c'est ceux qui étaient en dehors de la civilisation au départ, pour essayer de les assimiler. Bon, ça c'est un processus classique, et dans ce processus, je pense que ce qui me semble pertinent d'aborder, c'est la culture woke. Finalement. Ouais. De bien comprendre les tenants et les aboutissants, et peut-être aussi trouver des moyens de comment la contrer. Alors ce que je dirais rapidement, c'est que en Occident, il y a eu un transfert de capitaux énorme entre les industriels et les GAFAM. C'est-à-dire que avant, le pouvoir était dans la main d'un seul, le roi, il y a fort longtemps. Et suite à la révolution industrielle, il est passé sous la main d'une oligarchie. Donc on retrouve ça quand on lit Bernays, Lippmann, effectivement cette espèce d'oligarchie qui se trouve dans plusieurs pays en même temps, qui tient la presse, qui tient les industries au départ, parce que les capitaux viennent de là. Maintenant, avec les GAFAM, le pouvoir de cette bourgeoisie passe dans la main d'une autre oligarchie. C'est ce qui est en train de se passer. Et la différence, c'est que cette fois-ci, elle est extrêmement réduite. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez quand même différents types d'industriels, plutôt de droite, plutôt de gauche, etc. Là, on arrive dans quelque chose où et le facteur du nombre est très important, est extrêmement réduit, donc ils vont devenir quelque part plus visibles. T'as des exemples de ça ? C'est-à-dire, je pense au patron de Google, je pense à Bill Gates. Ils se cachent plus, quoi. Oui, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas, du fait qu'ils soient peu nombreux, forcément, il y a un effet de catharsis, en fin de compte. Hein. Je voudrais un petit peu développer là-dessus, c'est-à-dire que le pouvoir a apporté une culture, que ce soit sous la monarchie, sous le règne industriel, hein, finalement, que ça a été la modernité, les Lumières,
aussi. Hein. Qui dit culture dit aussi philosophie, culte. On a pu le voir avec la maçonnerie, etc. Il y a des choses, tout est imbriqué en fin de compte. Hein. Et la culture woke, c'est la culture des GAFAM américains. Et la cancel culture, donc comme on l'a expliqué, c'est la fin d'un empire hein, qui, pour intégrer les barbares, est prêt même à faire disparaître sa propre population, en l'occurrence les blancs. Alors j'aime pas trop ce thème, je préfère parler de peuple historique. Parce que, en fin de compte, ou de souche, hein, parce qu'on peut, dans ce sillon, il peut y avoir aussi des gens qui sont pas forcément de ce sillon, et puis il y a aussi des gens qui, au départ, en faisaient partie, qui en sont sortis. Donc c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Voilà. Et à terme, cela débouchera, je le pense, sur des séditions communautaires, hein, cette cancel culture. C'est-à-dire qu'on a une chance en Europe, c'est que il y a l'islam, finalement. Il y a l'islam qui est un groupe réellement avec une conscience collective, une histoire, et c'est pas, je dis pas ça pour cracher sur les musulmans, c'est un fait, hein, je veux dire, c'est une civilisation, c'est une grande civilisation, la civilisation musulmane, hein. Mais au nom de leur parti pris, en fin de compte, du droit à la différence, de la lutte contre le suprémacisme blanc, etc., qui est la suite logique, conjointe, hein, des dynamiques finalement ethniques et culturelles qui se jouent actuellement, on va avoir ce sera peut-être aussi un hymen à ce moment-là, hein, un passage possible, des zones du territoire qui demanderont effectivement de pouvoir, qui s'appuieront en fin de compte sur les GAFAM pour faire sédition. Voilà. Ouais. Vive l'intersectionnalité. D'une certaine manière, après c'est quand même un grand risque, mais je pense que c'est inévitable. En fait, les musulmans, en tout cas ce qu'on pourrait dire les halogènes, les musulmans se servent justement de cette idéologie qui est pourtant à l'extrême opposé de leurs valeurs. Puisque en fait, en soi, un musulman salafiste est d'extrême droite, hein, faut le dire ce qui est. Mais c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt, un intérêt objectif. C'est ça. Donc ils s'appuient en fait sur tout ce qu'ils trouvent pour asseoir leur domination, ou en tout cas pour conforter leurs intérêts. C'est ce que ça fera. Et je pense que c'est légitime de leur point de vue. Je comprends qu'ils aient pas envie qu'on apprenne à leurs enfants à l'école l'homosexualité ou des choses comme ça. Hein. Moi, je veux dire, c'est pas. Mais pourtant, ils s'appuient sur la même idéologie, c'est-à-dire l'égalité. C'est-à-dire que les catholiques, ils ont le droit d'avoir des jours fériés, donc nous aussi. On va demander des jours fériés. Donc c'est-à-dire que c'est toujours au nom de l'idéologie égalitaire, qui est une idéologie marxiste et même au-delà de ça, qui est profondément occidentale et qui est à l'opposé complètement. Occidentale entre parenthèses. En tout cas, qui est né en Occident et qui n'aurait pas pu émerger d'un cerveau musulman en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui est assez contradictoire d'ailleurs et qui va peut-être leur poser peut-être des problèmes. Non, je crois pas. Il y a que les intérêts. L'intérêt ne ment pas. C'est-à-dire que le wokisme, effectivement, c'est à la fois un marxisme culturel, racial, aujourd'hui on le voit dans les universités américaines, allergique aux hiérarchies, sous couvert d'intersectionnalité, t'en as parlé, et d'esthétique aussi. Hein. Le flat design, en fin de compte, qui est porté par les GAFAM, c'est ça. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas d'aspérité, etc. Donc on voit bien comment on porte une idée, comment une idée porte une culture, porte une esthétique. Hein. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, on vivait dans la modernité, et là, voilà, on est vraiment en train de sortir de cette modernité avec ce que ça comportait de bien et de mal, hein, le règne de la quantité, etc. Il y a effectivement des auteurs qui avaient déjà vu les limites. C'est terminé maintenant, hein, qui était celui de l'âge industriel hein, et du progrès, hein, le progrès à tout prix. Et en fin de compte, ça a été aussi un système économique, c'est-à-dire que ça a mis en place le salariat, hein, le CDI, etc., etc. Et de la même manière, on est en train de sortir du salariat. Hein. On voit bien, les gens sont en train d'être ubérisés. C'est ce qu'on dit. Mais Uber, c'est une application. Hein. Ils appellent ça aux États-Unis la gig economy. C'est le no limit, no border, la vitesse, l'accessibilité qui va régner. Hein. Donc, le flatness, pas d'aspérité, pas de frottement, monocorde, monochrome. C'est ce que veulent, en fin de compte, les milliardaires des GAFAM. Sauf que, couplé à une dynamique d'islamisation en Europe, je pense qu'effectivement, en France, à un moment donné, ça pètera. C'est-à-dire que aux États-Unis, à la limite, c'est tenable. Ils sont en fin de compte, dans une configuration qui est beaucoup plus embêtante pour les Caucasiens. Alors que nous, effectivement, l'islam, à un moment donné, il y a une tête coupée dans la rue, ça passe pas très bien. Mais peut-être que à terme aussi, cette minorité de milliardaires qui aujourd'hui a tous les capitaux va vouloir
en effet créer des séditions, parce que c'est dans les États-nations, tels qu'ils existent, parce que ça leur permettra de régner sans partage sur le monde. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Genrikh Yagoda. Lui, c'était un juif russe qui a mis en place le goulag, mais aussi l'Holodomor. Officiellement, il est reconnu qu'il a tué 10 millions de personnes. Personne ne connaît son nom. On se rend bien compte que ces gens, pour imposer un conformisme intellectuel et culturel, sont prêts à tuer des millions de personnes. Voilà. Donc, c'est une guerre cognitive aussi qui est menée, et du coup, les gens s'auto-censurent, hein, et laissent faire. On est responsable de ce qui nous arrive, en fait. Oui et non, parce qu'il y a des outils maintenant qui sont mis en place, qui sont tellement puissants que les gens sont conditionnés, et ils le sont depuis la plus tendre enfance. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'on a laissé ces gens prendre le pouvoir, et on aurait pu ne pas les laisser faire. Il faut être financé, etc. On en reviendra plus tard. Juste rapidement, je finis sur l'idéologie woke, mais ça me paraît très important. En fin de compte, je pense que c'est une transition, tout ça. C'est une transition vers l'idéologie cybernétique. Hein. Et une fois que cette petite clique aura tous les pouvoirs, alors l'idéologie cybernétique prendra la place. Hein, c'est-à-dire qu'on ne distinguera même plus un objet d'une personne. C'est la suite logique de la pensée égalitaire. Et moi, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, les industriels aujourd'hui, qui ont encore beaucoup de pouvoir, on le voit en France, sur les médias, les élections, etc., en réalité, aujourd'hui, ils auraient intérêt à nous soutenir, à créer des médias un petit peu disruptifs, et discrètement, parce que j'ai envie de m'adresser aux grands patrons français. Vous allez vous faire dégager. Vous allez vous faire dégager par ces gens. Vous déciderez plus de rien, ni sur l'information, ni sur les élections. Rien. Donc, moi, ce que je propose, par rapport à ça, pour contrer la culture woke, d'autant plus que nous avons encore la majorité avec nous, quand même, les gens, en fin de compte, s'opposent très vite, hein, la censure et tout sur Internet, ils aiment pas ça. Hein. Moi, ce que je propose, c'est d'être d'abord et avant tout créatif. Voilà. Moi, je pense au domaine culturel, aux arts, mais aussi aller dans le journalisme, être performatif, proposer une autre esthétique. Ça me paraît très important, avec probablement des aspérités, de la matière, par exemple. Aller au-delà de la censure, hein, puisque nous vivons dans un conformisme idéologique sous surveillance. Il faut transgresser, prendre des risques, explorer les hérésies, et enfin innover. Oui, Hildegarde. Oui, d'ailleurs, on nous oppose souvent le combat culturel au combat politique, mais en fait, les deux vont ensemble. L'un est le prolongement de l'autre. On nous dit souvent, en fait, les personnes qui font que du culturel, ils nous disent mais oui, mais vous agissez pas. C'est totalement faux parce que quand vous agissez sur le culturel, vous agissez sur l'imaginaire des gens et donc vous agissez in fine sur le politique. Exemple tout bête. En échange du plan Marshall, juste après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont demandé aux Européens de leur donner les cinémas et les radios. Résultat, regardez aujourd'hui, on est complètement américanisé mentalement et d'ailleurs la culture woke nous vient directement des États-Unis. Donc pour vous dire, en fait, la culture, c'est important. Les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale et en échange du plan Marshall, n'ont pas demandé faire de l'Europe une zone administrée directement par les États-Unis. Ils ont voulu faire ça de manière beaucoup plus subtile en demandant que les cinémas européens et les radios européennes diffusent des œuvres américaines. Voilà, c'est ça, c'est que en fin de compte, la chaîne Nous Voulons Vivre, au départ, c'était une démarche qui allait dans ce sens. C'est-à-dire que j'ai essayé de créer, en fin de compte, un alliage entre l'information et le beau. Alors, effectivement, c'est pas tout à fait abouti. Je suis le premier à le faire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est une esquisse. Hein. À côté, j'ai un travail. Et surtout, j'ai aucun budget sur ma chaîne. Je veux dire, ma caméra, elle a 15 ans. Je retouche à mort les couleurs pour que l'image soit potable. Et quand je vois à côté l'opposition qu'on nous propose, alors d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent pas. Alors, je voudrais éviter de donner des noms, mais je pense rapidement, genre Raptor, Rochdi, enfin ces gens-là. Effectivement, quand tu vois ce qu'ils font avec, je veux dire, vous regardez une vidéo de Nous Voulons Vivre. Bon, c'est tourné, on n'aime pas. C'est tourné en une journée. Je la monte dans la nuit. Le budget, c'est quoi? C'est un ticket de métro. D'accord? Ces gens-là, ils gagnent combien? 10 000 euros par mois? Vous avez vu ce qu'ils produisent. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. C'est que c'est une petite alerte que je mets là. Attention, ces gens-là, ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de talent. Ils sont soumis.
Et en plus, ils n'ont pas de foi. D'accord ? Ce sont des boutiquiers. Hein. Tout au mieux, ce sont des boutiquiers, mais ce sont avant tout des lâches. Ils n'aiment pas la France d'ailleurs. Hein. Ils parlent toujours des Blancs, ils ne parlent jamais des Français de souche. Tout ce qui est populaire, ils le rejettent. Quand il y a eu les gilets jaunes, ils étaient où ? Ils crachaient sur les gilets jaunes, ils étaient planqués dans leur chambre. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est ces gens-là qu'on met en avant. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortent dans la rue, etc., qui sont prêts à donner leur vie, qui se sentent humiliés quand ils voient ces gens-là passer sur certains médias. Voilà. Qui se sentent, en fait, les médias les mettent d'ailleurs en avant et les présentent abusivement comme étant le porte-parole, parfois, d'une certaine partie de la population qu'on a dans la rue, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, on voit que la guerre sanitaire qu'on nous mène aujourd'hui sous prétexte de lutte contre le Covid sert en fait à ce système que tu viens de dénoncer aussi bien que de décrire. En fait, c'est qu'un prétexte pour instaurer un nouveau système bolchevique 2.0 qui n'est du coup que la continuité en fait de ce qu'on a connu avant en fois 1000. Et ça, c'est pas du complot. C'est Justin Trudeau qui l'a voulu lui-même. Il a qualifié la crise sanitaire en fait comme étant une opportunité pour accélérer les efforts du système contre les inégalités et le réchauffement climatique. Donc, c'est ce qu'on appelle le Great Reset. Et d'ailleurs, on voit toutes les mesures qui ont été mises en place durant la tyrannie sanitaire maximalisent en fait l'ingénierie sociale pré-Covid. La distanciation sociale et l'isolement engendré par les confinements permettent la désolidarisation des masses entre elles, la place toujours plus importante de l'État dans nos vies et dans nos rapports sociaux. Les confinements et les couvre-feux ont durablement fragilisé l'économie réelle, au profit des turbo-milliardaires des GAFAM qui ont vu leur fortune exploser en 2020. Et d'ailleurs, si les petites entreprises relèvent la tête aujourd'hui et que la croissance redémarre, c'est uniquement parce qu'elles sont sous perfusion de l'État. La vaccination obligatoire déguisée permet de faire passer en force l'utilisation du passeport sanitaire européen, qui est dans les tuyaux depuis 2018 et qui permet de contrôler les mouvements de la population. Passeport intérieur. Hein. C'est ça, exactement. La peur et la panique de la génération Covid qui a été diplômée en 2020 ou en 2021 justifie l'instauration du revenu universel qui suppose une allégeance du CER au suzerain qu'est l'État, etc., etc. Donc en fait, on voit que la masse est tellement zombifiée et docile même à l'idée de passe aujourd'hui qu'on pourra maintenant instaurer des passes pour tout et n'importe quoi. Et toujours au nom d'une menace fantôme. Au nom du réchauffisme global, demain, vous allez voir, on instaurera un pass écologique qui vous donnera accès qu'à un quota de déplacements polluants. D'ailleurs, il y a une ville en Finlande qui y réfléchit déjà.
Donc autrement dit, vous n'aurez plus le droit de vous déplacer avec votre voiture comme vous l'entendez. C'est vraiment une restriction des libertés fondamentales que nous n'avons jamais vues de toute l'histoire. Ça peut aller plus loin, ça peut aller plus loin. Moi, je vois sur la manière de s'habiller aussi, le nombre de chemises qu'on va pouvoir acheter, la consommation de viande, enfin... Oui. Bon, là, pour moi, on y est déjà. Pour moi, il faudrait partir du principe qu'on y est déjà. Et le but, c'est comment faire sauter ce système. Tout à fait. Et les pires tyrannies n'ont jamais imposé ça. Hein. Donc on voit vraiment que le système aujourd'hui est en bout de course. Sauf qu'un tel système de coercition tient pas sur la durée, tout simplement. Ça finit toujours par péter. Parce qu'à la limite, c'est la différence que je ferai avec le communisme et le bolchevisme, c'est qu'en fin de compte, il y avait quand même 90% de la population qui était pour. Ils accédaient à un niveau de vie bien meilleur. Industrialisation, accès... Sauf sur la fin quand même. Sauf sur la fin, mais tout de même. Donc là, ça ne marche que par la contrainte. C'est pour dire ils n'ont pas de consentement. Faut dire aussi que c'est vrai que les Occidentaux ont vécu au-dessus de leurs moyens pendant longtemps, qu'il y a des limites aussi sur les ressources, puisque la Chine a pris une place énorme sur la consommation des ressources, et puis nous sommes dans des États surendettés. À un moment donné, il faut payer l'addition. Ça se passe comment ? Ça se passe comme ça. Mais tu vas pas pouvoir acheter autant de viande que tu veux, autant d'habits que tu veux, te déplacer comme tu veux. De toute façon, ça ira jusque même des choses qu'on n'a pas encore pensé. Ceci étant, là-dedans, moi, je vois aussi une possibilité. Je vois un angle. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société encore actuelle, dans ce début de 21e siècle, très bourgeoise. Il faut bien comprendre les peurs des gens. Hein. C'est important de jouer sur les peurs. Ça permet de fédérer. La peur de la classe moyenne, de la classe bourgeoise, c'est le déclassement. Et là, on va pouvoir leur dire, mais vous êtes en train d'être déclassés. Donc là, il est possible de fédérer, de faire passer des produits, de vendre des produits, mais aussi de faire passer des idées dans la tête des gens. Voilà. Rapidement, la peur de la classe populaire, c'est le grand remplacement, et la peur des élites, c'est le grand renversement. Voilà. Donc effectivement, faire accepter la baisse du niveau de vie, c'est ça en fin de compte, que ce soit sanitaire, après climatique, peu importe. De toute façon, il n'y a pas vraiment de choix. Il y a peut-être aussi autre chose, alors là c'est une réflexion que j'ai, mais je me dis mais finalement l'immigration aussi peut-être n'a plus tellement de sens aujourd'hui, dans le sens où il y a quand même des intelligences artificielles qui font beaucoup de choses, une robotisation où les tâches difficiles que veulent plus faire les petits bourgeois vont pouvoir être remplacées par des machines. Ceci étant, faut bien maintenir la consommation pour pouvoir emprunter. Donc je me demande si on va pas se retrouver avec une société sans emploi et avec une immigration qui continue. Bon, peu importe. Et avec un revenu universel, justement, pour permettre et soutenir la consommation. Sauf que là, justement, tu viens de pointer du doigt le fait que l'immigration, aujourd'hui, n'est plus économique, elle est idéologique, puisque Si elle est économique. Elle permet de maintenir la consommation à crédit, mais c'est pour ça. Oui, mais les migrants, aujourd'hui, quand tu regardes le taux de chômage des migrants, ce ne sont pas eux qui soutiennent l'économie, que ce soit par la production ou la consommation. Non, mais ils s'en foutent des États. L'État peut s'endetter. Ils continuent d'acheter une voiture, ils continuent d'acheter McDo. C'est ça qui compte. C'est eux qui placent les présidents. Les voitures, je suis pas sûr qu'un migrant puisse acheter une voiture. Oui. C'est ça. Les grands patrons, ils décident encore actuellement. Demain, ce sera les GAFAM. Donc je leur dis attention. L'immigration économique, ça n'existe plus depuis les années 90. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Non. Ce qu'ils veulent, c'est une immigration de famille aujourd'hui. On fasse venir des gens dans des pays où on a accès à l'économie de marché, pour qu'ils puissent vendre leurs babioles. Et pendant ce temps-là, l'État s'endette, mais ils en ont rien à faire. Oui, sauf que les migrants ne peuvent pas se payer de babioles. Aujourd'hui, et d'ailleurs, quand tu regardes l'immigration, c'est pas des pères de famille qui, alors, à part les personnes qu'on nous montre parfois sur la frontière polonaise, aujourd'hui, c'est une immigration principalement dérivée du regroupement familial. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, venons-en maintenant, après avoir dressé un constat sur le monde, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de voir quelles sont les possibilités de la révolution. Peut-être déjà de constituer un groupe, puisque toute révolution, tout renversement passe par la solidarité entre plusieurs personnes qui ont un objectif commun et qui sont animées par une même volonté. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelques éléments sur un groupe et sa constitution ? Oui, se méfier de tout le monde. Non, je déconne. Le meilleur guerrier, c'est celui qui n'a rien à perdre. Dans ce contexte, dans lequel nous avons déjà un pied dedans, je pense que miser sur les classes les plus populaires me paraît déjà important comme principe.
Parce que finalement, le bourgeois a toujours quelque chose à perdre. Il a un crédit, il a une situation, et donc on ne peut pas faire confiance à ces gens, ni à leur presse. Après, il y a des gens de bonne volonté partout, hein, mais je pense qu'on ne peut pas faire confiance à la bourgeoisie, déjà. Aussi, la meilleure manière de se rendre compte avec qui on est, c'est quand on met sa vie en danger. Parce que là, il n'y a plus de masque. Quand vous faites tirer dessus, lorsque vous êtes au milieu de l'autoroute à slalomer entre les voitures, lorsque vous décidez de prendre d'assaut une préfecture, à ce moment-là, vous voyez réellement comment les gens sont. Vous voyez ce qu'il y a au fond d'eux. Et sans épreuve du feu, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. On se révèle dans l'adversité. Je peux donner quelques conseils, tout de même. Quand il s'agit de se mobiliser, alors évidemment, ne pas utiliser les réseaux sociaux, utiliser un proxy plutôt, c'est-à-dire utiliser une structure de gauche pour faire passer un message invisible dedans, une structure tierce, notamment pour donner un point de rendez-vous. Ce qui est très important, c'est de ne pas se réunir en amont. Ça, c'est très important. Parce que un groupe, au-delà de 10 personnes, quoi que vous fassiez, vous serez identifié, vous serez surveillé. D'accord ? Donc déjà, ne pas dépasser 10 personnes. Moi, ce que je préconiserais, c'est que dès que vous dépassez 10 personnes, vous séparez le groupe en deux. Mais ça, du coup, concrètement, comment on fait pour coordonner un groupe qui est disséminé sans être repéré ? Je vais y venir. Ça me paraît important. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes discret, ils sont obligés d'infiltrer sur place. Donc on l'a vu avec l'Alvarium. Vous aurez affaire à la SIAT, au renseignement territorial, ce genre de choses. Pas plus de 10 personnes. Ne pas se réunir en amont. Se réunir sous une bannière tierce, par exemple. Si vous devez vous réunir en manifestation, vous avez une personne, par exemple, avec un drapeau banal, qui est au milieu de la manifestation, seul, avec le drapeau, et tout le monde se donne rendez-vous dans la manifestation autour du drapeau. En amont, vous serez arrêté si à un moment donné, vous décidez de mener des actions particulières. Vous serez infiltré, c'est normal. L'État possède des outils extrêmement puissants, notamment avec des intelligences artificielles. Le tout, c'est savoir comment reconnaître un policier et s'en servir. Donc je peux donner quelques conseils. Alors un policier va demander, par exemple pour le reconnaître, alors déjà il vous envoie généralement un mec assez costaud, assez chaud. Ouais, moi je peux vous fournir des armes, des trucs comme ça. Espèce de discours, il ira toujours dans votre sens. Hein. Mais si vous avez un doute sur quelqu'un déjà, vous avez 90% de chance qu'il est bien de la police. Il va demander de centraliser les informations. Justement, lui, un policier, va demander de centraliser les groupes. Il va dire, mais on pourrait pas créer un groupe Signal, Telegram, avec tous les gens qui étaient là tel jour. Ça, c'est un discours de policier. Il va demander des informations sur les gens avec qui vous êtes. D'accord ? Et quand vous avez quelqu'un dans votre groupe qui a tendance à être un petit peu affable, un petit peu qui aime se montrer, etc., ça, c'est des gens à exclure immédiatement. Vous avez des gens qui ont besoin de prouver des choses. Vous ne pouvez pas faire confiance parce qu'ils seront facilement manipulables. On pourra soutirer de l'information auprès d'eux. Le système de recrutement aussi chez eux, il est assez simple. C'est que soit vous avez des personnes lâches mais intelligentes, soit des personnes courageuses mais idiotes. Ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Retenez bien, soit lâche et intelligent, soit courageux et idiot, mais jamais les deux à la fois. Jamais intelligent et courageux. Parce que ça, c'est des gens qui, à certains niveaux, peuvent se retourner, peuvent partir dans le grand banditisme, peuvent faire des cargaisons de drogue. Ils peuvent pas recruter des gens comme ça. D'accord ? C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Alors, ils peuvent aussi être lâches et idiots. Hein. Mais ça, pour l'infiltration de terrain, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais. Et donc, lorsque vous identifiez un policier, allez le voir. Dites-lui, je sais que tu es de la police, je suis flatté que la police s'intéresse à moi, machin, et vous ne lui donnez que des fausses informations. À chaque fois, vous ne lui donnez que des fausses informations. Surtout, ne le lâchez pas, ne le repoussez pas du groupe. Parce qu'après, ils vont vous infiltrer avec d'autres personnes et vous ne saurez plus qui c'est. Votre ennemi, gardez-le le plus proche de vous et vous ne racontez que des
Chose fausse. À tel jour, on fait un truc, tu fais l'action 2 heures avant, à un autre endroit. Le mec, déjà, il va perdre son travail, à terme. Parce qu'ils vont se demander, mais est-ce que le mec a pas finalement été pris dans le groupe? Est-ce que, vous voyez? Après, donc ça va solliciter des moyens logistiques importants au niveau de la police, après, pour vérifier que le mec, en fait, était pas avec vous, etc. Ils auront jamais les moyens. Si vous êtes 10 personnes, qu'il y a plein de groupes de 10 personnes, jamais ils auront les moyens humains. Parce qu'il faut faire du terrain, hein. L'informatique, ça fait pas tout. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ça court-circuitera complètement le système. Je veux dire, entre les islamistes, les nationalistes, les machins, déjà, c'est limite. Mais là, ils ont quand même maintenant des moyens d'intelligence artificielle. Ils recrutent plus que des gogoles informaticiens, hein, dans les services maintenant. C'est des mecs qui sont devant des ordi toute la journée et qui traitent de la base de données. Voilà. Que des geeks. En quelque sorte. Et puis des gens qui sont plus formés. Alors après, quand même, au-dessus, il y a des gens beaucoup plus intelligents. Et surtout, lorsque vous vous trouvez dans un groupe et vous comprenez que ça va partir dans un truc, les mecs ils sont en train de délirer, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui délirent, ça c'est très important, vous devez laisser une trace de votre départ. Vous devez laisser une trace, comme quoi vous n'êtes pas en accord avec le groupe avant de partir. Parce que quand le groupe va se faire arrêter, vous serez arrêté avec si vous ne laissez pas de trace. Et là, vous pourrez sortir sans être poursuivi par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui délirent, des fois on rencontre, et puis les mecs ils veulent faire péter des trucs et tout. Vous devez laisser une trace. Le policier aura accès à la trace, on vous foutra la paix. Parce que faut bien aussi comprendre que dans ce genre d'action, je parle pour les plus énervés, hein, vouloir compte autant que de faire maintenant. Je parle pour le terrorisme. Le simple fait d'évoquer, c'est bon, vous pouvez faire 20 ans de prison. D'accord ? Oui, c'est plus de la justice punitive, c'est de la justice rétroactive. Voilà. C'est-à-dire qu'avant même que vous fassiez l'acte, que vous passiez à l'acte, vous êtes jugé et vous pouvez risquer de la prison, ce qui est, pour tout état de droit, normalement, quelque chose d'inacceptable. Alors comment effectivement faire passer l'information, comment coordonner ? Je pense que ça doit être fait sous forme de nébuleuse. Il ne doit pas y avoir de lien direct. Typiquement, il y a un média qui dit « Ah bah tiens, on va lancer tel slogan », tout le monde le reprend. Après, ça peut être quelqu'un d'autre. « Bah tiens, j'ai mis des affiches. Il y a une femme là qui s'est faite égorger. J'ai placardé des affiches dans la rue. Voilà le fichier. Tout le monde doit le reprendre, tout le monde doit imprimer en même temps. » Ça doit être fait de manière totalement sous forme de nébuleuse. On n'a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Il y a autre chose aussi, donc se méfier des gens qui délirent et la nécessité urgente maintenant de créer une doctrine. Parce que partout où j'ai pu aller, à droite, à gauche, moi je discute avec tout le monde, hein, c'est que en fin de compte, les gens parlent. Ils parlent. Conférences, voilà. Ils parlent, ils font rien, ils ont un avis sur tout, alors tout le monde est généticien, tout le monde est... mais en fin de compte, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça crée des bourgeois, ça fait des mecs qui fument, qui, je sais pas, ils écoutent de la musique. Bon, ça c'est important que les groupes, à terme, d'ailleurs assez rapidement, aient une doctrine, parce qu'on va pas s'en sortir avec des gens qui parlent. Chacun refait le monde, chacun... Mais attendez, taisez-vous, agissez. Ce sont les actes qui comptent, hein. Ça en vient même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ça en vient à générer un gap sociologique parmi les militants nationalistes. D'ailleurs, comme l'a très bien décrit assez récemment Hervé Ryssen dans un papier sur Zemmour, aujourd'hui, le profil des personnes qui sont chez Civitas, par exemple, d'une part, et chez l'Institut Iliade, d'autre part, n'ont absolument rien à voir. Déjà dans certaines idées, mais surtout dans la sociologie. Parce que c'est-à-dire que, effectivement, à force d'être trop tourné formation intellectuelle, sans agir de manière très concrète, on en vient à embourgeoiser sa base. Mais tous, tu prends tout, en fait, en fin de compte. Ouais. Tous les groupes qui existent, qui ont le droit d'exister, à part parler, et ou alors aller se battre avec des trucs, des groupuscules entre groupuscules. Ouais, non, mais ça c'est garde-chapelle. Oui, les actions de la plupart des mouvements nationaux en France, ça se résume bien souvent à organiser des conférences de formation tous les samedis soirs. Et les actions les plus radicales qu'ils aient faites, c'est coller des affiches contre l'immigration. Hein, ça, on est d'accord. De temps en temps, il y a quelques bagarres, mais fondamentalement, voilà. C'est des gens mal dans leur peau qui cherchent un sens à leur vie et on leur donne rien et du coup, on leur permet de réfléchir alors que je veux dire, on a autre chose à foutre. Exactement. Alors, toutefois, je nuancerais quand même. Je
pense que la formation doctrinale, c'est important. Alors effectivement, il faut imposer une doctrine et pas forcément débattre des heures et faire que des cercles de conférences parce qu'à un moment donné, c'est insupportable. Ça en vient à embourgeoiser la base et ça en vient même à générer de l'idéologie parce qu'on n'est plus en prise avec le réel. Moi, je prends en compte quand même mon exemple personnel. Moi, la formation intellectuelle, elle m'a beaucoup aidé pour devenir la femme que je suis aujourd'hui avec les principes qui sont les miens. Et je serais pas en train de discuter avec toi des moyens concrets de faire la révolution si j'avais pas reçu une formation intellectuelle au préalable. Donc, c'est ça qui est important. En fait, je pense que le bon équilibre entre faire que des conférences d'une part et de l'autre côté être des coquilles vides qui savent faire rien d'autre que taper. On le voit avec les antifas par exemple. Je pense que la bonne idée ce serait d'imposer effectivement une doctrine par l'écrit et pas par l'oral. Comme ça, c'est clair, tout le monde l'a, tout le monde peut lire et relire et faire sienne la doctrine. Mais effectivement, profiter des moments où on est ensemble, qui sont des moments précieux pour tout le monde, parce que l'énergie et le temps, ce sont des choses qui sont précieuses dans le militantisme. Consacrer ces moments en groupe pour de l'action concrète. Ça me fait penser à deux choses. On dit souvent, alors ça c'est quelque chose qui est très mis en avant, notamment dans certains instituts de formation de droite, que ce soit l'Institut Iliade, mais aussi d'autres instituts, on met beaucoup en avant le gramscisme. Mais en fait, ça c'est des gens qui n'ont pas compris ce qu'est le gramscisme, parce que Gramsci, qui a théorisé justement tout le combat métapolitique, disait très bien que le combat métapolitique et le combat politique doivent être coordonnés et doivent travailler de concert, et non pas se focaliser uniquement sur le combat métapolitique ou sur le combat politique. Il faut trouver un moyen de les accorder, et justement, je pense que économique aussi, c'est tous les points. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il manque effectivement un mouvement en France qui est à la fois très concret et en même temps, pas forcément très intellectuel, mais en tout cas qui donne une assise doctrinale assez forte. J'en viens aussi à mon deuxième point. Quand elle est très bien faite, la formation intellectuelle, elle peut mener à la révolution. Pourquoi ? On le voit au XVIIIe siècle, ce sont les grands salons parisiens où la bourgeoisie et l'aristocratie, la pseudo-aristocratie plutôt de l'Ancien Régime, ont invité les Lumières, entre guillemets. C'est là où en fait la révolution s'est fomentée en fait de manière intellectuelle. Donc on le voit, les grands salons parisiens du XVIIIe siècle ont précédé la révolution. Donc il y a un enchevêtrement qui est possible, mais il faut qu'aujourd'hui les deux forces se réunissent, ce qui n'est pas le cas. Là, on en vient un petit peu au caractère propagandiste que doit avoir tout groupe digne de ce nom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la propagande qui est aujourd'hui une ère de la guerre, à l'ère de l'image et à l'ère du paraître ? Il y a, en fin de compte, aujourd'hui des forces extrêmement puissantes qui sont déployées grâce à de nouveaux outils de propagande. D'abord, il faut comprendre comment la propagande fonctionne globalement. Elle fonctionne à partir de frustration et de complexes, là où elle est la plus efficace. Chaque personne a des frustrations et des complexes. Et lorsque vous comprenez ce à quoi une personne réagit, vous savez comment la manipuler. Je répète, lorsque vous comprenez ce qui fait réagir une personne, vous savez comment la manipuler. Une personne réagit à quoi ? C'est à ses complexes et à ses frustrations. Ça, c'est la base. Alors après, selon le niveau social, l'endroit où l'on se trouve, est-ce qu'on est catho, est-ce qu'on est dans un club de golf, est-ce qu'on est sportif, pas sportif, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, notamment le dispositif social. Donc, la société a toujours été plus ou moins morcelée en plein de petits groupes, en plein de néo-tribus. Maffesoli n'a rien inventé. C'est juste que
Si l'on s'adresse qu'aux petits groupes, on agit en fin de compte de manière beaucoup trop ciblée, beaucoup trop précise. On veut s'adresser à la masse. Ce qu'il faut, c'est utiliser le dispositif social. Par exemple, les religieux sont dans un dispositif social. Eux, ils écoutent des leaders. Ils écoutent des influenceurs, si vous préférez. Ce qui compte, ça va être de faire en sorte que l'influenceur parle de ce dont vous avez envie qu'il parle. Ensuite, dans ce dispositif, vous avez plusieurs méthodes. Est-ce que vous voulez faire passer une idée ? Est-ce que vous voulez faire passer un produit ? Est-ce que vous voulez faire la guerre ? En l'occurrence, je vais un petit peu spécifier sur la guerre. D'abord, la polarisation. C'est très important de parler aux gens avec des mots simples, de polariser au maximum le discours. Pourquoi ? Parce que ça permet de sortir du discours bourgeois, ça permet de sortir de l'ambiguïté, du relativisme, etc. Voilà, c'est noir, c'est blanc. Il y a les gentils, il y a les méchants. Alors comment est-ce qu'on crée ça ? En mettant en avant les crimes de guerre, les atrocités qui sont commises. Une idée comme ça, ce serait de mettre la photo d'un député, par exemple, en l'occurrence, actuellement, nous sommes en train de faire vacciner les Français et le monde entier, d'ailleurs, un petit peu de force. Et ben, ce serait de mettre la photo d'un député avec son nom sur une affiche, à voter le vaccin, par exemple, quelque chose comme ça, et à côté, la photo d'un enfant mort du vaccin. Voilà. Vous placardez ça dans la rue, je vous assure que ça a son effet. Et vous avez des groupes organisés comme ça sur tout le territoire qui placardent la même affiche. Là, vous avez une emprise réelle sur les esprits, sur la matière, sur le réel. Voilà. Sur la thématique aussi migratoire, on peut aussi mettre par exemple la photo d'un migrant clandestin et d'une femme qui a été violée ou tuée. Ça a aussi son petit effet. Et ça, c'est quelque chose aussi qui parle à tous les Français actuellement. C'est une matrice qui peut se décliner en fait pour de vastes sujets. Après, il faut bien comprendre que lorsque vous voulez faire une propagande, et ça me paraît être le plus important, d'accord, l'opération psychologique, ça, je vais y venir après. Il faut prendre en compte l'opinion publique telle qu'il est aujourd'hui, et pas telle qu'on voudrait qu'il soit. L'important, c'est de jouer sur ces dynamiques, d'accord ? Les gens sont attachés au drapeau français, ils sont pas attachés au drapeau rouge ou au drapeau royaliste, aux fleurs de lys, ok ? Donc on utilise le drapeau français. C'est pas normal, j'entendais des gens, là, je sais pas quoi, l'Alvarium, je connais pas du tout ces milieux. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une caméra en permanence qui filmait là où ils étaient ? Manque de moyens, je pense. Non, mais attends, une GoPro, machin, ça sert à rien. Aussi. Ça sert à rien d'aller au carton s'il n'y a pas de narratif. Oui. D'autant plus qu'on a une chance inouïe aujourd'hui, c'est que tout le monde est un média potentiel grâce aux réseaux sociaux, grâce Exactement. À Twitter, grâce à YouTube. Et ça, c'est un pouvoir que nous n'avions pas il y a encore 20 ans, où tous les médias étaient sous la coupe de la gauche. Aujourd'hui, toute personne est un média potentiel, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas avoir du pouvoir et de l'emprise sur du narratif. D'autant plus que les Français sont très défiants vis-à-vis des médias traditionnels détenus par vous savez qui. Et là, c'est le nerf de la guerre, le narratif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça a été un progrès, on a troqué les chaînes du corps, l'esclavage, pour les chaînes de l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fin de compte, on n'a plus besoin de tuer des gens, on n'a plus besoin de leur mettre une balle dans la tête, puisqu'on peut contrôler leur esprit. Bon. Le narratif, il est double. Il y a un narratif intérieur, qui consiste, nous, et il y a le narratif extérieur, l'ennemi. Ésotérisme, exotérisme. Le narratif, qu'est-ce que c'est concrètement ? Aujourd'hui, les gens sont prêts à nier le réel pour se conformer au groupe. Donc, ça consiste, un narratif, à faire croire que l'opinion majoritaire est celui-là et que les événements qui se sont passés sont ceux-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, la puissance de la vidéo, en quelque sorte, de l'information est telle que les événements qui ont été vécus par une personne peuvent être oubliés parce qu'après on lui a raconté qu'ils se sont passés différemment.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, on peut interpréter la décision récente de YouTube de masquer les dislikes sur les vidéos au nom de l'inclusion et de la lutte contre le cyberharcèlement comme une volonté justement de reprendre le contrôle du narratif sur Internet, c'est-à-dire de masquer le mécontentement engrangé par certains contenus et qui reflètent l'opinion des internautes, souvent diamétralement d'ailleurs opposée à celle de l'idéologie du régime en place. Et donc du coup, en fait, c'est une véritable lutte contre le réel à laquelle on assiste, puisque vous pouvez disliker en masse une vidéo où on promeut par exemple le métissage et où on dit que le grand remplacement n'existe pas. Et ben on va faire de la politique de l'autruche. On va fermer nos yeux et on ferme les yeux des internautes qui se posent des questions et qui pourraient tomber sur cette vidéo en masquant les dislikes. Et la prochaine étape, c'est la suppression des commentaires, de l'espace commentaire pur et simple. Et d'ailleurs, il y a certaines chaînes qui le font déjà, parce qu'elles savent que si elles activent l'espace commentaire sur certaines vidéos, elles se feront incendier. Et à juste titre. Voilà. Donc le narratif, il doit être fait comment ? Ça doit être fait, moi je pense que le mieux c'est la vidéo, d'être à l'intérieur des groupes, ne pas laisser le narratif à l'ennemi, parce que vous avez beau faire la meilleure action du monde, si vous n'avez pas votre propre narratif, c'est-à-dire votre propre vidéo, votre propre narration, les médias en face peuvent tout faire. Imaginons une action un petit peu dure, c'est pas, j'incite personne à faire ça. Mais imaginons que demain, certaines personnes décident de créer une police populaire avec des tribunaux populaires. Typiquement, en ce moment, on licencie, on empêche de travailler beaucoup de soignants, beaucoup de médecins, parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Bon. Imaginons qu'une personne des ARS soit arrêtée par la police populaire et jugée à la peine de mort par un tribunal populaire. Si l'arrestation et si le procès n'est pas filmé, sachant qu'aucun média ne pourra le faire. Il n'y a que vous. Là, vous êtes mal. Par contre, si vous avez un truc qui fait penser à une espèce de scène où l'on nomme l'adversaire pour s'émanciper, là, c'est plus pareil. Parce que la presse sera obligée de reprendre les images. Et que diront ces images ? Que le tribunal, que cette police-là a raison. Et là, ça change la donne. Ça change la donne complètement. Donc le narratif est obligatoire. C'est l'arme, je dis bien l'arme, la plus puissante et la plus importante. D'accord ? Oui, parce qu'en fait, ça permet le contrôle sur l'esprit. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec ce qu'on a vu récemment à l'œuvre avec la terreur sanitaire, la tyrannie sanitaire, pour bien faire comprendre aux Français qu'il fallait se confiner en mars 2020 notamment. C'est moins l'amende qui était risqué si jamais vous dépassiez les fameux 1 km autour de votre domicile, que le comptage des décès et des hospitalisations dues au Covid non-stop à la télé, qui a convaincu les Français de rester chez eux. Donc, c'est bien le narratif, le discours que vous plaquez sur le réel qui fera que vous aurez une emprise efficace sur la population et bien plus que les infractions encourues. Et c'est là le point faible. C'est là où il y a un angle. Et on l'a vu pendant les Gilets jaunes. Les journalistes ne pouvaient plus sortir dehors. C'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir. À ma petite échelle, j'ai fait certaines erreurs que j'ai apprises, mais aussi certaines erreurs exprès pour pas avoir trop de problèmes. Notamment sur les vignettes. Un visuel, le texte doit toujours être en accord avec le visuel. J'ai volontairement créé une dichotomie. À ce propos, il est important aussi de faire toujours polémique. Parce que si vous faites polémique, vous devenez le maître des horloges. Et en fin de compte, c'est ça. Il est important d'avoir une communication, une propagande, appelez ça comme vous voulez, un narratif agressif. Parce que les gens qu'on a en face, j'en ferai peut-être l'analyse de cible juste après, sont fondamentalement des bourgeois. Donc en fin de compte, le bourgeois, ce qu'il faut, c'est l'attaquer sans arrêt. Parce qu'il ne sait faire qu'une seule chose, qu'il fait très bien, c'est se défendre. Et à force de l'attaquer sans arrêt, il finira par reculer, et vous prendrez ses positions. Donc, la confrontation, l'agressivité, je ne parle pas de violence particulière, d'actes de sauvagerie, je ne parle pas de ça. Je parle de transgression. D'arrêter d'être dans la réaction et plutôt dans l'action. Il faut arrêter la posture réactionnaire, quoi. Oui, et puis il faut être le bien, c'est nous le bien. C'est nous la justice. C'est nous le camp du bien. C'est nous l'amour.
C'est nous l'amour. On se bat par amour, on se bat pas par haine. Celui qui se bat par haine, il a peur. Donc déjà, quand il doit se bagarrer, il tape beaucoup moins fort, en général, et il perd. Il perd toujours à la fin. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est important par rapport à tout ce que tu dis, de prendre un petit peu de hauteur et de revaloriser justement la notion de conflit en politique. Et là, j'aimerais convoquer le maître en la matière qui est Carl Schmitt. Je vous encourage tous à lire son petit livre « La notion de politique », où en fait, il explique que le politique est fondé sur la distinction ami-ennemi. Justement, on en parlait, bien, mal, méchant, gentil. Donc le conflit est à la racine du politique. Dès lors qu'on pose en fait cette distinction entre amis et ennemis, on entre dans le paradigme politique. Donc l'utopisme pacifiste, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la société, est antipolitique puisque en fait ce pacifisme tend à supprimer tout conflit, voire toute opposition dans le monde. D'où toute la haine de la différence et des inégalités qu'on a aujourd'hui, parce que les mauviettes modernes craignent le conflit et donc les différences. Parce qu'en fait, sans différence, il n'y a pas de motif ou de possibilité de conflit. C'est la différence qui rend le conflit possible. Donc ces personnes sont des enfants et elles ne sont pas des adultes parce que le conflit fait partie du réel. Alors attention, Schmitt, il ne défend pas le conflit comme si c'était une bonne chose en soi. Justement, il faut contenir la tendance au conflit, ou au polémos comme diraient les Grecs, qui est naturelle chez l'être humain. Mais justement, pour contenir le conflit, il faut le reconnaître et l'assumer. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est en tentant de supprimer le conflit qu'on exacerbe son caractère destructeur. Par exemple, c'est précisément les guerres qui tentent d'instaurer la paix perpétuelle qui sont les plus destructrices et fanatiques. Je vous renvoie à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale, aux interventions occidentales au Moyen-Orient et même à l'échelle de nos sociétés à la tolérance religieuse, qui traduit en fait en vérité la peur du conflit religieux. Et en fait tout ça, on le voit bien avec la tolérance religieuse notamment en France, en fait tout ça, ça conduit à l'acceptation de l'islam qui engendre les effets délétères qu'on connaît. Donc c'est là où on voit qu'en fait le pacifisme engendre de la guerre finalement. C'est ça qui est étrange et paradoxal, mais qui est en fait pas paradoxal quand on connaît la nature du politique. Donc la racine du politique selon Schmitt, c'est le thumos dont parle Aristote, c'est-à-dire la passion, la capacité à s'attacher à des principes transcendants et pour lesquels on est prêt à tuer ou à mourir. Ça peut être sa foi, ça peut être son honneur personnel ou collectif, ça peut être sa patrie, son mode de vie, etc., etc. Donc en fait c'est le thumos qui fait partie intégrante de l'être humain et qui nous distingue de la bête, parce que la bête ne meurt pas pour des principes transcendants, qui rend le conflit possible et donc qui est à la racine du politique. Donc en fait, dans cette perspective, l'abolition du politique, ça suppose l'abolition de la capacité humaine à s'attacher de manière passionnelle à des principes transcendants qui dépassent les contingences d'un temps et d'une époque. On voit que le pacifisme, d'ailleurs, qui est la haine ou la relativisation de toute différence, est inhumaine, en fait. Le pacifisme en tant que tel est une doctrine inhumaine, puisque l'homme pacifiste est matérialiste, il produit et il consomme et il ferme sa gueule. Il se pose jamais de questions existentielles. Et en ça, en fait, c'est vraiment le dernier homme dont parlait Nietzsche, en fait. C'est l'homme pour qui rien ne vaut la peine de mettre son confort, voire sa vie en danger. Et c'est exactement la société dans laquelle on vit. On évolue, en fait, au milieu d'une masse de zombies pour qui il vaut mieux se faire vacciner que de ne pas pouvoir aller au musée, au cinéma ou au bar. Donc l'abolition du politique, qui requiert l'abolition de toutes les différences pour qu'il n'y ait plus aucun motif de combat, ou l'abolition d'ailleurs même de toute volonté pour que les différences ne comptent plus, est vouée à l'échec. En fait, ça fait que réveiller le caractère destructeur et l'hubris du conflit et du politique. Donc les personnes qui se réclament du pacifisme et de la tolérance sont en vérité les personnes les plus dangereuses qui soient pour la préservation de la paix et de l'harmonie. Au nom de la paix et de la tolérance, on a accueilli un flux de migrants clandestins dans lesquels se sont infiltrés notamment les djihadistes, et résultat, on a eu les attentats du 13 novembre. Donc c'est nous qui préservons l'ordre et la paix et pas les gauchistes de la fête de l'humain.
d'autant plus que nous sommes dans une guerre à mort. Souvent, tout est prétexte. On m'a reproché de donner la parole à un tel ou un tel. Mais ça marche pas comme ça. On prend tout ce qui nous tombe sous la main. Il y a plusieurs aspects. Je voudrais donner peut-être quelques exemples sur les opérations psychologiques comme ça. D'abord, la psychologie du groupe, il faut bien comprendre qu'elle est différente de celle de l'individu. Hein. Elle est beaucoup plus émotionnelle, pulsionnelle, alors que l'individu, en fin de compte, est plus dans la raison. D'accord ? Prenons par exemple les musulmans. Je me suis retrouvé, je grandis avec, j'ai très bien vécu, bon, peu importe. Vous leur dites, écoutez, nous, peuple historique de France, on n'a rien contre vous. C'est juste que le fait que vous soyez là, on va finir comme les Palestiniens. Vous voyez ? Et tu vois, Mohamed, en fin de compte, si on te déteste, si tu n'y arrives pas dans la vie, c'est pas de ta faute. C'est les sionistes. C'est les sionistes. Là, vous avez une opération psychologique. Pourquoi ? Parce que vous misez sur les frustrations de la personne, sur son système de refoulement. Vous savez à quoi elle réagit. Vous voyez ? Typiquement le conflit israélo-palestinien, parce qu'on leur a monté le bourrichon, etc. Et vous réutilisez cette chose-là. Vous voyez ? Dans un contexte complètement différent. En fait. Voilà, alors que c'est faux, hein. C'est faux. Ces gens-là sont détestés jusqu'en Chine. C'est pas les sionistes en Chine. Bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. On pourrait prendre aussi un franc-maçon, Pierre-Yves Rougeron. Intéressant. Frustration. Quelle est la sienne ? Bah, le gaullisme, qui est pas du tout un gaullisme, en fin de compte. Moi, je pense être beaucoup plus gaulliste que lui, d'ailleurs. Mais peu importe, je suis pas dans une compétition. Il est dans un système universel, les peuples, la souveraineté, les Africains, les îles, c'est très bien et tout. On est plus proche des Maliens que des Allemands. Dans la réalité, ça marche pas. Alors, après ce qu'il le formule ou pas consciemment, bon, ça marcherait peut-être pas mieux avec les Allemands, mais en tout cas, ça, dans la réalité, son truc, l'universalisme maçonnique, franchouillard, oui. Des Lumières est en train de se casser la gueule sur l'impossibilité de l'assimilation, les limites culturelles, génétiques, etc. Il a fallu qu'on lui présente quelques personnes d'origine maghrébine, les Gilets jaunes. Vous voyez ? Alors je sais qu'il a rencontré, etc. C'est des gens très bien, hein, avec qui, pour certains, j'ai mis ma vie en danger. Et s'il fallait le refaire, je le referais. Encore et encore. Ensemble. Mais ça a donné quelque chose à Pierre-Yves Rougeron. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'il parle des Gilets jaunes, il a besoin de dire il y avait beaucoup de Maghrébins. Et pourquoi ? Parce que ça vient combler sa frustration, qui est que ça ne marche pas. Sauf pour, bien sûr, quelques cas exceptionnels, etc. Ça ne marche pas. Donc il a besoin de le ressortir à chaque fois, parce que ça crée un système compensatoire à son idéologie, qui est en fin de compte totalement morte et enterrée. Ça n'a aucune réalité. Donc ça le frustre. Tout de suite, ah oui, il y a des Maghrébins patriotes, machin. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a. Et je suis surpris, mais il a besoin de le dire à chaque fois. Oui, puis ça suffit pas. Hein. Parce que ça compense. Et ça, c'est une opération psychologique, vous voyez. Ces gens-là sont manipulables comme ça. Le musulman, par exemple, c'est comme ça. Le bourgeois, c'est une autre manière. La presse, important, s'en servir la presse. Il y a moyen de s'en servir de la presse. La presse bourgeoise, qui actuellement contrôle encore la France. Eux, ils sont sur quoi ? L'antiracisme. Le féminisme intersectionnel. Surtout l'antiracisme, l'antisémitisme, les nazis, machin. Il faut leur donner ça. Il faut leur donner du nazi. Il faut leur donner du raciste. Par contre, il faut savoir où les emmener après. Et c'est là que ça devient très compliqué. On avait fait une vidéo tous les deux qui était une très très bonne opération psychologique contre la presse. Oui, le rassemblement au Trocadéro. Qui ? Voilà. On avait repris ce slogan. Très bonne opération psychologique. Bon, après, la question, c'est comment capitaliser là-dessus. Là, c'est plus compliqué, parce que quand on n'a pas de moyens, on va y venir peut-être après les moyens de financement. Bon, voilà. Donc, faut bien comprendre la psychologie humaine, hein, d'accord, et les processus mentaux et les modèles sociaux des masses.
être en capacité de les modeler, de contrôler l'opinion publique. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui constitue, d'ailleurs, avec les structures intermédiaires, ce qu'on peut appeler un gouvernement invisible, en fin de compte. C'est eux qui tiennent la presse, etc. Et ceux qui tiennent là, moi, je vous dis, pour une partie des industries, vous allez vous faire dégager par les GAFAM, si vous faites rien. Voilà. Et les patrons blancs et les journalistes blancs de Libération qui créent au racisme pour tout et pour rien vont se faire dégager par les woke, puisque dans l'avenir, tout groupe qui ne comporte pas un certain quota de diversité, comme on dit, sera cancellisé, sera cancel. Ces opérations, elles peuvent être menées aussi vis-à-vis du grand patronat, vis-à-vis aussi des magistrats rouges. Il y a peut-être aussi possibilité de s'organiser dans les conseils municipaux, faire pression sur les... Donc le principe, c'est ça, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore. Être toujours le témoin de la souffrance du peuple, et la retranscrire au plus proche. Exprimer ce que le peuple ressent. Parce qu'à ce moment-là, vous avez la supériorité morale. Il faut bien comprendre que l'être humain, c'est pas un ours. C'est quelqu'un qui est fait pour vivre en groupe. Donc ce dont il a le plus peur, finalement, c'est d'être rejeté du groupe. C'est normal, un être humain seul dans la nature ne survit pas. Bon, eh bien, à partir du moment où vous exprimez ce que les gens ressentent, vous avez la supériorité morale. Et donc les gens pensent que s'ils sont d'accord avec vous, parce que les gens qui pensent par eux-mêmes, en fin de compte, c'est très rare, s'ils sont d'accord avec vous, ils vont augmenter leurs chances de survie dans le groupe. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que fondamentalement, les gens ne cherchent pas à savoir ce qui est vrai ou faux. Ils cherchent une supériorité morale parce que ça augmente leurs chances de survie dans le groupe. Donc lorsque vous êtes dans les bons sentiments, contrairement à ce qui peut être effectivement fait actuellement dans le milieu réactionnaire, etc. Quand vous êtes dans les bons sentiments, quand vous exprimez la souffrance des gens,
des plus petits. Après, vous faites le narratif que vous voulez, on s'entend bien. Vous avez l'assentiment moral. Donc les gens vont vous suivre. Quelques autres exemples. En général, les femmes ont une vision un peu plus holiste des choses, holistique. C'est-à-dire que typiquement, lorsque vous voulez, c'est pareil, vendre une montre, vendre une idée, c'est la même chose. Lorsque vous voulez vendre une montre, typiquement à une femme, ce que vous devez lui dire, c'est tout le monde a cette montre, tout le monde l'achète. Hein. Alors qu'un homme... Pensez beaucoup plus analytique et moins synthétique. Oui, la montre va à 200 mètres, elle est résistante, etc., etc. Et ça, c'est des analyses qu'il faut savoir faire immédiatement sur tout le monde. D'accord ? Il faut savoir être rapide là-dessus, s'adapter immédiatement. Et ça, c'est le logiciel qui doit prédominer pour mener la révolution dont nous avons besoin. D'autant plus qu'en face, encore une fois, ce sont des bourgeois. Donc la sociologie bourgeoise, on la connaît. Hein, on connaît leur peur, soit d'être déclassés, soit pour les grands bourgeois d'être renversés. On sait à quoi ils réagissent. La Shoah, le racisme. Voilà. Il y a des domaines opérationnels qui peuvent être déployés. Je rappellerai aussi que la violence n'est pas une fin en soi. Hein. C'est un moyen soit d'attirer l'attention. Donc derrière, il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est très important. C'est là où on voit l'articulation entre métapolitique et politique. Voilà, il faut toujours prévoir. En tout cas, c'est un moyen, c'est pas une fin. Alors tu viens d'évoquer un petit peu la psychologie humaine. Les biais cognitifs aussi qu'on peut tous avoir en étant en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus approfondir sur ce sujet qui me paraît très important, la guerre cognitive, surtout à l'ère aujourd'hui des neurosciences? C'est un autre aspect qu'il faut bien distinguer. Le cognitif, c'est l'organisationnel et les processus de prise de décision. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, l'être humain a une rationalité limitée, c'est normal, hein, puisqu'on est chair et d'os. On n'est pas Dieu. Hein, et la guerre cognitive oppose les capacités de connaître et de produire, finalement. C'est-à-dire qu'elle contrecarre activement la connaissance. La psychologie, la linguistique, la neurobiologie, la logique, etc. C'est-à-dire que la guerre cognitive, c'est la manière d'utiliser les connaissances à des fins contradictoires. D'accord ? Donc, effectivement, il faut comprendre la psychologie des personnes ciblées dans une guerre cognitive. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est concrètement ? Je vais vous donner quelques exemples. Ça consiste à saper la confiance, par exemple. C'est en amont de l'information. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des gens, vous avez remarqué, quand vous voulez parler de certains sujets, ils se bloquent tout de suite. Alors qu'ils n'ont pas encore l'information. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail cognitif en amont. Oui, toute la rhétorique, notamment sur raciste, complotiste, fasciste, nazi. Ce mot vous décrédibilise totalement et vous permet d'esquiver le débat intellectuel et d'aller au fond des idées. En fait, il s'agit d'éroder la confiance. D'accord ? Donc la personne ne peut plus vous écouter. Et ça crée des espèces de blocages comme ça. Donc c'est très important, ça. Par exemple, quoi ? Les médias mentent. Les médias mentent. Les médias mentent, il faut le répéter tout le temps. Saper aussi la confiance dans l'éducation nationale, dans la justice, dans la médecine. Ça... Sur tous les corps constitués, en fait. Voilà. Ça, c'est une guerre cognitive qu'il faut mener. Comment ? En les décrédibilisant. Mettre en avant les contradictions, les fois où ils se trompent. Leur trouver des termes aussi, pour les diaboliser. Cibler les centres de gravité, les forces centrifuges. Et c'est là qu'on rejoint le domaine de l'opération psychologique, c'est que avoir la confiance par l'empathie. Toujours utiliser l'empathie. Je voudrais donner quelques exemples aussi rapidement de méthodes de guerre. Alors on retrouve dedans du cognitif et du psychologique. Quelques termes, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas. Dissonance cognitive. Ça tout le monde comprend, c'est quand vous mettez en avant une contradiction. Injonction contradictoire, c'est pas la même chose. Alors ça permet de créer de la colère et de la violence chez la personne. C'est lorsque une personne se retrouve dans une impasse et que vous lui proposez deux sorties, et les deux sont fausses, elles sont contradictoires. Ça c'est le plus puissant. D'ailleurs les médias ne le font pas. Ils utilisent d'autres méthodes qui normalement sont interdites, comme l'impuissance apprise. C'est-à-dire ? L'impuissance apprise, c'est lorsque vous répétez à quelqu'un qu'il ne peut pas y arriver.
Il y a eu des expériences qui ont été faites où vous voyez typiquement dans une classe, rangée de droite, rangée de gauche. Rangée de gauche, vous lui donnez que des théorèmes de maths qui sont très difficiles, que des exercices très difficiles. La rangée de droite, vous lui donnez que des exercices faciles. Et à la dernière question, vous mettez quelque chose de facile pour tous les deux. Eh bien, on s'est rendu compte que la rangée, typiquement, où les gens avaient fait des échecs avant, n'arrivent pas à résoudre le dernier problème. Alors que ceux qui sont pas plus bêtes, alors que ceux qui ont réussi une série de problèmes avant, réussissent beaucoup plus facilement. Oui, l'impuissance apprise dans les médias, ce serait on peut pas arrêter l'immigration. Voilà, on peut pas remigrer. C'est de l'impuissance apprise. Voilà, ouais. Alors ça, normalement, c'est interdit. C'est considéré comme des méthodes de torture psychologique. C'est interdit. Il y a du droit. C'est dans le droit international. C'est considéré comme un acte de torture. Les médias le font. Il y a aussi le gaslighting qui est utilisé. Enfin, plein d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que ça, le gaslighting ? Ça consiste à réécrire l'histoire. Par exemple, la France a toujours été une terre d'immigration. Après, il y a le gaslighting intéressant parce qu'il permet de réduire des contradictions dans un système. Typiquement, la promotion du métissage. C'est-à-dire qu'il y a tellement de frustration. En faisant accepter à la population que ça a toujours eu lieu, donc elle n'a pas lieu de se plaindre, en fait. Exactement. Ça permet d'écraser le lapin sans qu'il voit le lapin dans les phares. C'est ça. Mais il faut absolument que les gens de notre milieu, ou en tout cas pas de notre milieu, parce que moi je me sens d'ailleurs appartenir à aucun de ces milieux, en tout cas, je suis jamais reconnu dans quoi que ce soit, mais en tout cas les Français qui se rendent compte que leur pays, qui ont peut-être peur pour l'avenir de leurs enfants, puis pour l'avenir tout court, qui aimeraient faire quelque chose, se forment à ces techniques. Réécoute l'émission, réécoute ce que j'ai dit, parce qu'il y a des méthodes, pour les dégager, les gens qui sont au pouvoir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Il y a juste besoin d'être déterminé, d'être prêt à subir des persécutions. Parce que vous serez persécutés. Et puis surtout être toujours dans l'amour et pas dans la haine. Ça va, pour déjà pas que ça vous détruise, mais en plus, ça rejoint les domaines opérationnels, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient propagande, cognitif et autres. Certains me diront, oui, mais très bien, mais moi, les affiches, je les imprime comment une caméra, même si c'est un appareil à 2000 balles, j'ai pas les sous. Ouais, c'est des investissements. Voilà, même si j'ai les capacités intellectuelles. Bon, alors le financement, en réalité, il y a des solutions. Au-delà d'aller voir le grand patron ou la grande bourgeoisie qui est dans un monde complètement dépassé. Enfin voilà, je vais pas citer de nom. Eh bien moi, je pense, je vais donner quelques pistes au système associatif. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'ouvrir une association pour faire de la politique, évidemment. Seulement voilà, je vous invite à lire le droit en profondeur et à regarder quels sont les domaines dans lesquels les associations permettent un remboursement sur l'impôt. Typiquement le domaine culturel. Si vous ouvrez une association culturelle, eh bien une personne qui vous fait un don sera défiscalisé de 66%. Voilà. Il est interdit de lui rendre, suivez mon regard, pourcentage restant en liquide ou en crypto-monnaie. Et voilà, il suffit d'être, vous savez, très peu nombreux. Alors par contre, il ne faut pas apparaître dans les statuts, il ne faut pas être ni trésorier ni président. Mais il est facile de créer une centaine d'associations. Il y en a une qui saute, il y en a encore une autre. Vous savez, les préfets, c'est des imbéciles. La plupart, ils voient un truc culturel, Mamadou, Ils vous le signent, le papier. Vous avez le droit, vous avez immédiatement le droit de défiscaliser. Vous pouvez louer aussi des locaux à l'association. Si vous êtes propriétaire, d'une caravane. Vous la louez, la caravane. 2 000 € par mois. Ça peut aller très très vite.
Ça me paraît très important de rebondir effectivement sur l'importance de l'amour et non pas de la haine comme moteur de notre combat. Et moi, ça m'évoque une phrase de Sainte Jeanne d'Arc qui est beaucoup reprise aujourd'hui et qui peut parfois faire sourire, mais qui est très juste et qu'elle disait très sérieusement. Elle disait « J'aime les Anglais, mais chez eux ». Et en fait, ça reprend, ça peut faire un peu rire, mais en fait, ça reprend un petit peu tout le sens de notre combat et ce que doit être l'essence de notre action et de nos mouvements. Il ne s'agit pas d'haïr ses ennemis, quels qu'ils soient, mais de les aimer, c'est-à-dire au sens chrétien et vrai du terme, c'est-à-dire de vouloir leur bien. Et pour vouloir leur bien, parfois, il faut punir et il faut savoir taper. D'autant plus que le groupe ne s'identifie que par exclusion. Et donc, ça ne sert à rien, en fait, finalement, de se consumer dans la haine et de se laisser envahir par ce sentiment. Et c'est totalement vain parce qu'en n'étant pas maître de soi à ce niveau-là, et en se laissant envahir par le mal, on ne fera que générer du mal autour de nous, et donc on ne sera pas dans le vrai ni le juste, finalement. Donc c'est très important, les amis, de rester dans l'amour, dans la charité, et d'aimer nos ennemis, prier pour qu'ils se convertissent, et comme je vous l'ai dit, aimer, le sens vrai et chrétien du terme aimer, ce n'est pas la charité bisounours, la pseudo-charité bisounours qu'on vous vend dans les médias pleine de guimauve et enrobée de pathos. C'est quelque chose de très viril, c'est un sentiment très viril, l'amour, qu'il faut savoir faire sien et qu'il faut savoir utiliser à dessein et pour des fins qui sont justes et bonnes. Ce qui n'implique pas d'être forcément naïf, puisqu'effectivement... L'amour n'est pas naïf. Les gens en général n'ont pas un mauvais fond, du coup ils ne pensent pas à mal. Ils ne pensent pas qu'on puisse les duper. Je pense que qui sauvera le monde, pas que la France, pas que nous, l'Occident tout entier, c'est le beau. Je le pense vraiment. En fin de compte, on est dans une période laide, lâche, servile, triste. Et je pense que si on arrive à refaire du beau, eh bien, en politique, en économie, en culture, en culte, tout le reste suivra. Et le départ, c'est bien le beau. Et voilà. Merci, chers amis, de nous avoir écoutés. Restez dans l'amour pour le beau, le bon, le vrai et le juste. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt, NVV, et restez solides. Merci Hildegarde. Nous leur ferons aussi des procès mémoriels pour l'honnêteté intellectuelle, le débat, l'écoute et la modestie.